Ah, Jon Snow et Bran sont bel et bien frères, vu qu'ils ont tous les deux une backstory à la Frodon, ouais. Ouais, donc, ça poursuit bien les choses, et honnêtement, c'est l'épisode le mieux réussi de la saison 4 pour l'instant. Je parle rapidement de Daenerys qui, avant un petit peu de ce qui se passe, c'est-à-dire que Joffrey est mort et que donc elle contrôle un petit peu le coin maintenant qu'elle a capturé Myrrine, elle a accès au port et elle aurait une possibilité d'enfin s'attaquer à Westeros. Seulement voilà, il y a Jorah qui lui rapporte aussi que les deux autres villes qu'elle avait libérées avant et dont la plupart des esclaves ont suivi, mais il y en a quand même certains qui sont restés pour essayer d'améliorer le coin, et ben ça s'est pas arrangé. En fait, le pouvoir a été repris par des connards esclavagistes qui voulaient profiter des autres. Comme quoi, quand il y a une place vacante pour le pouvoir, c'est souvent les mecs qui ont les intentions les moins, les moins bonnes, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. J'apprécie le fait que on veuille donner vraiment une suite à ça. Qu'on essaye quand même de rappeler qu'on est dans un univers où on peut pas juste faire une bonne action en ayant les bonnes intentions qui vont avec et se dire c'est fait, maintenant on passe à autre chose, tout va s'arranger, il n'y a plus à y réfléchir. Non, ces deux villes, Yunkai et j'ai oublié l'autre nom, ont été reprises. Les esclavagistes, les maîtres sont revenus et ont repris les rênes. Et ouais, ça attriste un peu Daenerys et ça l'incite à vouloir rester. Alors je sais pas si c'est pour une durée indéterminée ou si elle compte rester pour de bon. Je sens qu'au bout d'un moment elle ira quand même à Westeros, mais voilà, sur le coup ça va être une autre excuse pour pas qu'elle aille à Westeros et qu'elle se dise ok, je vais rester dans ce coin-là, dans cette baie des cerfs, c'est comme ça qu'ils l'appellent, il me semble, pour y régner, faire mon travail de reine et vraiment arranger les choses de façon plus permanente partout dans ce coin-là. Donc ça montre sa détermination et son attache, ses valeurs fortes auxquelles elle veut vraiment se tenir. C'est très bon de la part du personnage, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Voilà, cela dit, ça montre que Daenerys, c'est pas tout de suite qu'elle va venir dans le royaume des sept couronnes, hein. C'est... Ouais, je sais pas, peut-être qu'à la fin, elle finira enfin, hein, dans la saison 8, elle finira enfin par y aller. Nous verrons. En tout cas, ouais, c'était pas mal. Alors, le gros morceau, ça va se passer autour de l'antre de Fort Craster, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et notre groupe de garde de nuit dirigé par Jon Snow qui va essayer d'attaquer le coin pour se débarrasser des mutins. Et donc un petit peu toutes les choses qui vont en découler, notamment le fait que Bran est maintenant prisonnier du coin avec ses compagnons, qui sont traités comme des merdes évidemment. Il y a même à un moment donné, ils essayent de s'en prendre à la grande sœur de Newt parce que elle est jolie, c'est une fille, et puis ça les change des autres qui se sont tapés tout le temps. Mais bon, elle a de la chance, elle est sauvée in extremis par l'arrivée des autres. Hein. C'est une chatte, ça. Ensuite, oui, et on voit que Locke, c'est bien infiltré, c'est bien fondu dans le décor pour donner l'impression qu'il était de leur côté. Il a fait un travail d'éclaireur pour compter le nombre de soldats mutins qu'il y avait et surtout pour repérer où se trouvait Bran pour pouvoir le piquer lui-même. Et donc voilà, il informe tout le monde, l'attaque se fait, c'est un vrai plaisir de voir cette bande de connards se faire enfin trucider, ça fait plaisir, je vous cache pas, et il va y avoir pas mal de choses qui se passeront, notamment autour de Locke qui essaiera de capturer Bran, parce que c'est lui qui sait en premier en profitant du combat général. Bran qui se la joue encore plus super puissant qu'avant, puisque non seulement il arrive à contrôler Hodor qui est super enchaîné, etc., mais en plus, en contrôlant Hodor, il lui donne une force insoupçonnée qui lui permet de se délivrer de ses chaînes. Ok, ça tombe bien ça. Et donc en contrôlant Hodor, il s'attaque à Locke par surprise et il étrangle à mort, de façon super violente. Et voilà, une autre mort sans cérémonie pour un personnage. Et c'est dommage, hein, je trouvais que Locke, dans les deux derniers épisodes où on l'a vu, ces deux derniers épisodes, il passait bien. Là, les autres fois, c'était juste le connard pas subtil. Là, je trouvais qu'il y avait une subtilité chez le personnage et bah, c'est dommage que ça aille pas plus loin. Mais bon, il a eu le temps d'être mis en avant de façon intéressante dans ces deux derniers épisodes. C'est déjà pas mal. C'est plus que ce que je m'attendais du personnage quand je l'ai vu dans la saison 3. Donc c'était cool à ce niveau-là.
Et ouais, il va y avoir un moment assez fort où Bran verra Jon Snow se battre contre les soldats mutins et hésitera à le rejoindre. Seulement, il y a ses amis qui lui diront s'il vous voit, il voudrait vous protéger en vous ramenant à Château Noir, mais nous, on a une mission, il faut qu'on y aille. Donc, il y a ce moment, ah, ce serait cool qu'il se retrouve, mais il a quelque chose de grand à faire dans son coin à nouveau. Je trouve ça un petit peu nébuleux, mais j'espère qu'on va avoir une explication satisfaisante à ça. Et ouais, il y a quelque chose de très similaire au Seigneur des Anneaux, au moment où Sam et Frodon, malgré le fait qu'il y a des gens qui veulent les arrêter, malgré le fait qu'ils veulent repartir là où d'où ils viennent, et ben ils sont obligés de poursuivre leur chemin jusqu'au Mordor, parce que c'est leur but, c'est leur quête. C'est très similaire, ça me rappelle trop ça. Et puis bon, il ressemblait un petit peu à Frodon aussi, l'acteur qui joue Bran. C'est un peu pareil, quoi. Il y a une coupe de cheveux similaire de la part de Jon Snow aussi, quoi. Il y a aussi ça qui permet de les identifier un petit peu. En tout cas, ouais, c'est un peu la fin pour eux. Ils libéreront les deux loups et partiront avec Été, le loup de Bran, tandis que Jon Snow donc, continuera de se battre, et ça se terminera sur lui qui combattra le chef Trouduc, qui est assez doué pour se battre, et donc il se bat pas à la loyale, mais il se fait aider, et j'apprécie ça. Il y a un côté justice divine très fort là-dedans, par une des filles de Craster, qui l'attaque par le dos avec un couteau, après tout ce qu'il leur a fait subir. Et donc c'est grâce à elle que Jon Snow parviendra à avoir le dessus et à le tuer. C'est fort, quoi. Il y a un côté justice divine là-dedans assez sympathique, surtout au moment aussi où l'autre type, le bouffon de service, essaye de se barrer, mais étant donné qu'il se barre au moment où le loup fantôme a été libéré, et ben c'est Fantôme qui lui mord la gueule et le déchiquette. Et c'est en rappel à ce qu'il a fait l'épisode précédent, où il le prenait de haut et le traitait mal. Voilà. Ça fait plaisir de voir ce genre de petite justice divine se faire, c'est très sympa. Voilà, tout est libéré, il retrouve enfin son loup, Jon Snow, il est content, c'est un petit moment de retrouvailles sympathique. Ça aurait été encore plus joli avec, avec Bran, mais bon, j'en demande trop, je sais. Et c'est pas comme si c'était pas logique, il n'y avait pas un intérêt dans le fait qu'ils peuvent pas se retrouver tout de suite. Après ça, les femmes du coin décident de totalement brûler l'endroit, parce que ça leur rappelait trop de mauvais souvenirs, et je comprends très bien. Et c'est un petit peu la fin d'un décor, quoi, on reverra plus jamais cet endroit-là. Et elles décident de faire leur vie toutes seules en allant je sais pas trop où, parce qu'elles en ont un petit peu marre de la compagnie des hommes, ce qui est compréhensible dans leur situation, hein, compréhensible. Ouais, mais c'est pas mal, c'est vraiment une façon de mettre un terme à quelque chose qui était mis sur le tapis depuis la saison 2, très efficace, ça passait très bien, sans problème. Bon, à côté de ça, on va avoir un petit passage autour d'Arya et du limier, voilà, qui s'entendent pas super bien parce qu'ils ont vraiment deux états d'esprit qui diffèrent beaucoup. Et il prend son temps pour arriver aux Zériers, ce type, hein. Et il met le temps, hein. C'est très difficile de se rendre compte, honnêtement, de la distance qu'il y a d'un coin à un autre pour ci ou ça. Et ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à me faire l'idée de comment marche tel ou tel truc, à quelle vitesse se déplace ci ou ça, c'est un petit peu compliqué, quoi. Les Zériers, ça se trouve dans la zone nord, il me semble, et pourtant le mec met plus d'une demi-saison pour s'y rendre, alors que pour d'autres, ça prend moins de temps dans d'autres circonstances. Lorsque c'était Catelyn dans la saison 1, ça lui a pas pris autant de temps que ça. C'est un petit peu bizarre, je trouve. En tous les cas, ouais, ils vont pas très bien, ils s'entendent pas très bien, ces deux-là. Il y a, une fois de plus, Arya qui cite le nom des personnes qu'elle souhaite tuer, un de ces quatre, et à la fin, elle cite le limier, pour dire, ouais, j'ai une dent contre lui aussi. Et on voit vraiment qu'ils sont au courant de pas grand chose, parce que oui, elle cite toujours Geoffrey, elle sait pas qu'il est mort, par exemple. Donc voilà, ils ont une connaissance un petit peu limitée de ce qui se passe. Et oui, il y a un petit passage le lendemain où elle essaye de s'entraîner en se rappelant un petit peu
des enseignements de José Garcia dans la saison 1. J'ai oublié le nom, excusez-moi, mais si, en plus elle dit rapidement son nom. Et il y a le limier qui se fout de sa gueule en disant ah, c'est pas comme ça qu'on se bat, tu danses ou tu te bats, ah, 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 ah. Mais il y a un truc quand même, j'ai l'impression qu'il a oublié de lui enseigner le maître d'armes. J'imagine qu'il a pas eu le temps, c'est que je pense qu'un des trucs qui fait que ce style de combat marche, c'est l'esquive, faire gaffe aux mouvements de tes adversaires. Parce que voilà, c'est bien joli de dire ah, je vais te planter avec mon épée, mais une fois que tu l'as planté avec ton épée, le gars, quoi, je sais pas, tu comptais le blesser sérieusement au ventre, le gars, tu fais gaffe à aucun de ses mouvements, tu fais juste gaffe à ce qui se passe à ta lame. Et j'en sais rien, pour moi, je pense pas que ce soit une bonne façon de combattre, quoi. Tu représentes bien ça, t'as des mouvements gracieux, je trouve que ça passe très bien. Alors, est-ce que c'est un doubleur cascade ou l'actrice elle-même qui fait ça? Parce que ouais, il y a des mouvements qui sont quand même vachement bien foutus, hein. J'ai l'impression que c'est l'actrice en plus, hein, donc chapeau, hein, chapeau pour l'actrice. Mais ouais, fais gaffe à où tu regardes après ça, quoi. Parce que voilà, son coup marche pas et elle se dit et elle se fait avoir comme un bleu. Alors que ouais, si tu faisais gaffe au mouvement, je pense qu'un des traits particuliers de cet enseignement, c'est quand même de savoir esquiver les coups de l'adversaire, hein. C'est un peu important ça. Enfin, j'en sais rien, hein. Et j'espère qu'il y a un moment donné où on montrera que les cours d'escrime qu'elle a reçus serviront à quelque chose. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est se foutre de sa gueule par rapport à ça. Et j'espère que non, quoi, qu'il va y avoir un peu autre chose. En tout cas, ça, c'est juste histoire d'appuyer que ces deux-là, ils s'entendent pas bien. Voilà. Voilà, je préfère encore ça à ce qu'on a vu il y a 2 épisodes de ça, c'est toujours mieux. On a un petit moment entre Brienne et Podrick qui prennent la route direction Château Noir parce que tout le monde veut partir direction Château Noir ou direction Eryée dans cette série pour l'instant. Parce qu'ils se disent que Jon Snow devrait peut-être savoir ce que Sansa fait, c'est leur seule piste. J'avoue que c'est pas une piste idiote, même si ça va les mener absolument rien, donc je sais pas où est-ce que ça les mènera. Est-ce qu'il va y avoir une surprise lors de leur voyage qui déviera un petit peu l'attention sur autre chose de plus significatif? Enfin bon, nous verrons. Et ouais, quoi, on voit que Podrick est pas du tout habitué à ce genre de travail d'écuyer. Parce que quand il obéissait quand il suivait Tyrion, c'était pas du tout les mêmes choses qu'on fait. Et donc là, il a du mal à s'acclimater à cette approche plus sauvage. Faut savoir bien chevaucher, savoir préparer un lapin avant de le faire cuire, etc., etc. Donc ça montre un petit début de rapprochement entre ces deux-là, un peu comique, entre deux personnages qui sont très sympathiques l'un comme l'autre. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu droit à ce genre de petit passage où on a vraiment deux personnalités très justes, qui n'ont rien à se reprocher en fait, et qui partagent juste un petit moment léger où il y a un début de complicité, entre guillemets, de connaissance qui se fait. C'était sympathique pour appuyer ça. Après, ouais, il faudra voir comment le scénario les fera participer à quelque chose d'important par la suite. J'espère que ce sera le cas. Bien, puisqu'on a parlé des Eryées, on va donc avoir un gros passage là-dessus aussi, hein. C'était les deux gros morceaux sur lesquels on se centrait dans cet épisode, les Eryées et le camp de Fort Craster, où donc Sansa est amenée au bras, entre guillemets, de Baelish, en montrant un petit peu davantage comment se goupille l'architecture du coin. Donc une chose qu'on n'avait pas vue la première fois dans la saison 1, c'est que si on veut aller aux Eryées, entrer dans les Eryées, on est obligé de passer par un espèce de passage très étroit, et qui fait que, oui, si on veut attaquer le coin, on est un petit peu dans l'os, parce qu'on a beau être très nombreux, on sera que dans un rang très serré, et on se fera facilement démolir. Voilà pourquoi ça n'a jamais été pris depuis plus de 1000 ans. Donc c'est bien pour appuyer ça. Et donc on essaye de faire passer Sansa pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est apprendre que c'est Sansa, la fille d'Eddard et de Catelyn Stark, ça passerait pas très bien. Donc on le dit pas. Et quand même Lysa et son fils sont quand même au courant lorsqu'ils arrivent. Et on voit une fois de plus ils ont pas toute leur santé mentale. Le fils, Robin, qui est du genre très naïf et innocent à un stade un peu inquiétant, et Lysa qui alors alterne entre le côté je sais un peu comment les choses se passent et le côté hystérique
Je suis jalouse de ma sœur parce que je suis complètement folle amoureuse de Baelish. Et ça m'arrive de monter dans des excès de folie qui font un peu peur, hein, qui font un petit peu peur. Et donc, ouais, un truc très intéressant que ce passage met au clair, c'est que Baelish a vraiment prévu tous les sales plans, tous les sales coups en douce du coin, en gros, à peu de choses près, puisque c'est lui qui a fait en sorte que Jon Arryn soit mort empoisonné. En gros, il avait prévu depuis le départ, depuis très longtemps, de se mettre Lysa dans la poche pour avoir le contrôle de quelque chose d'un coin avec une puissance militaire assez forte et pour pouvoir petit à petit s'immiscer au pouvoir. Et donc ouais, c'est lui en contrôlant le cœur de Lysa et qui a fait en sorte qu'elle empoisonne son mari et que ça jette toutes ces manigances, toute cette suite d'événements qui mèneront à là où on en est. Et c'est intéressant, c'est très intéressant. Après bon, je pense que ça a joué quand même sur pas mal de moments où il a eu de la chance, Baelish, mais c'est quand même très intéressant. On voit que c'est lui qui tire vraiment les ficelles sur beaucoup de choses, et qui essaye vraiment de monter au pouvoir de la façon la plus indirecte et vicelarde possible. C'est vraiment pas mal. Et on voit Sansa qui au début a l'air un peu contente de trouver sa tante, hein, d'être du côté de sa tante, etc., qu'à certains moments, mais qui finit un peu par se rendre compte qu'elle a quitté un endroit oppressant pour en trouver un autre. Parce que, voilà, elle se rend un peu compte que sa tante et son cousin sont pas forcément les gens les plus sains d'esprit qui soient, surtout à un moment donné, lorsque Lysa pète une durite en lui parlant de sa sœur, en se demandant, en craignant que Baelish ait des vues sur Sansa elle-même. Et ouais, à un moment où elle fait vachement flipper là-dedans et où elle croit que Baelish a pu avoir des relations avec elle. C'est flippant, hein. Je trouve que le personnage est bien retranscrit dans son côté hystérique. Très bien foutu. Et puis elle change d'une personnalité à l'autre. Elle sait se montrer très flippante, très folle, et elle sait redevenir un peu plus sage après. C'est très intéressant ça. C'est très intéressant. J'ai le sentiment que Lysa et Baelish vont jouer un rôle très important dans ce jeu de pouvoir par la suite, et ça peut être très bon à suivre. En tout cas, c'était une bonne façon de montrer ça. Un très bon moment. Ensuite, il nous reste à voir rapidement Port-Réal, où il n'y a pas des masses de choses qui se passent, en dehors du fait quand même que Tommen est couronné, c'est lui le nouveau roi. Et ça a clairement pas le même côté épique que lorsque c'était Geoffrey, parce que voilà, c'est quelqu'un de sage, il accepte tout. Je suivrai les conseils qu'on me donne. Et un truc très sympathique que je vois, c'est que apparemment... Bon, déjà, un truc qui me gêne la chouïa, mais j'y viendrai en détail, ça a l'air de s'être un peu plus calmé, et donc accepte de discuter de façon beaucoup plus amicale avec Marjorie, alors que la dernière fois que Marjorie l'a abordé pour parler un peu comme ça, c'était lors du mariage de Tyrion et Sansa, et elle lui a dit d'aller se faire mettre, en gros. Et là, non, elle le prend plus calmement et discute du fait que, en dépit du fait qu'elle aimait son fils, oui, elle avait conscience que c'était pas quelqu'un qui promettait beaucoup pour le bien-être du pays. Donc, en dépit des circonstances, il y a quelque chose de mieux. Tommen promet mieux. D'ailleurs, elle dit, durant ces 50 dernières années, ça doit être le premier à avoir vraiment le mérite d'être sur le trône, Tommen. Donc, il y a cette conscience sage des choses de sa part qui est intéressante. Et ouais, donc elle se montre un peu plus sage dans cet épisode, en dépit du fait qu'elle trouve toujours que Tyrion devrait être exécuté, elle lui en veut à mort, parce qu'elle est persuadée à 100% que c'est lui, elle veut pas en démordre. Voilà, je sais pas. Alors je sais qu'il a balancé une menace à un moment donné, Tyrion. C'est vrai, mais c'est tout, quoi. Il n'y a que ça, honnêtement, qui devrait te pointer de façon aussi certaine vers lui. Et le fait que t'oses même pas envisager quelqu'un d'autre en étant certaine comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, on va suivre un petit peu Cersei, qui se montre beaucoup plus supportable
que dans les épisodes précédents, parce qu'elle s'est un petit peu calmée, dira-t-on, qui en apprend un peu plus sur ce qui doit être fait. Sur le fait, par exemple, que la famille Lannister n'est pas si riche qu'elle le dit, en tout cas elle ne l'est plus, puisque leurs mines d'or se sont taries, et ils reposent totalement sur une banque, la banque de fer, pour avoir leur argent. Ce qui fait que, ouais, ils sont un peu dans la merde et c'est pour ça qu'ils ont un petit peu besoin de s'allier avec les Tyrell. On m'a repris, je devrais pas dire Tyrell, je devrais dire Tyrell. Ok, je veux dire Tyrell. Elle s'approche aussi un peu d'Oberyn pour avoir des nouvelles de sa fille qui a été envoyée dans son pays pour épouser quelqu'un. Donc voilà, elle est plus calme dans cet épisode, elle est plus supportable. Et ça passait très correctement ces passages-là. Bien, c'était vraiment un épisode très efficace. J'ai très peu de choses à redire en termes de logique, de moments qui m'auraient un tant soit peu déplu. C'était fait très efficacement. Et ouais, meilleur épisode de la saison pour l'instant. C'est pas le plus mémorable parce qu'il n'y a pas de grands moments. Mais quand même, c'était très satisfaisant de voir comment ça se poursuit aux Airiers en reprenant les personnages et de voir comment ça se concluait à Fort Craster. C'était très sympa ça. Bien foutu. Un épisode qui vaut le coup. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.